C'est où dans ton parcours que tu as commencé à jumeler, tu sais, le monde de la science puis de la nutrition avec justement le comportement humain puis la relation avec la nourriture? C'est où un peu que ça a commencé ça? Vraiment rapidement, en fait. Fait que moi, ça va faire 20 ans cette année que je suis nutritionniste. Puis quand je raconte mon histoire, en fait, 3-4 mois après avoir gradué, on m'a juste offert une job au Cirque du Soleil. Fait que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais à l'époque, mais j'ai vraiment été catapultée dans le milieu de la haute performance super rapidement. Donc j'avais des artistes, de cirque, des gymnastes de haut niveau avec qui j'avais commencé à travailler. Puis en parallèle, j'avais commencé aussi à travailler avec l'équipe nationale de plongeon, avec, des athlètes, en passage artistique, en gymnastique, mais de quand même de haut niveau. Puis, en fait, je me suis toujours intéressée, je pense, au comportement, à l'humain aussi, tu sais, à la base. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, beaucoup d'athlètes avaient de la difficulté à juste suivre certaines de mes recommandations. Fait que d'un point de vue externe, souvent, tu te dis: «OK, mais je sais pas, des fois, c'est la motivation, des fois, c'est le timing, peu importe». Mais en fait, non, il y a comme cette barrière invisible-là qui existait par rapport à la capacité, en fait, de l'athlète de pouvoir suivre les recommandations. Puis cette barrière invisible-là, c'est souvent l'anxiété. Fait que, tu sais, l'anxiété en lien avec l'alimentation, l'anxiété par rapport, tu sais, à une peur de modifier ou de gain de poids. Fait que c'est assez tôt que je me suis dit: «OK, il faut que j'aille fouiller là parce que ça va avoir, une immense importance, tu sais, dans l'aide que je peux leur offrir». Mmh. Puis ça, est-ce que tu as vu ça, tu sais, je pense que on va pouvoir rentrer un peu plus dans les troubles alimentaires là, en détail après, mais il y a pas d'âge pour ça. J'imagine que tu as vu ça autant chez les jeunes que chez les personnes, les athlètes plus âgés un peu, là? Tout à fait. Ben, à l'époque, je travaillais plus, tu sais, avec des jeunes adultes. Fait que, tu sais, moi, avec des jeunes adolescents. Dans les dernières années, je te dirais que je travaille beaucoup avec les jeunes athlètes aussi. Fait qu'il y a malheureusement, tu sais, pas d'âge. Fait qu'il y a différents types de troubles alimentaires. Fait que dépendamment, tu sais, du niveau aussi, d'entraînement, du niveau, de l'athlète, on va avoir plus certains que d'autres. Mais non, il y a pas d'âge pour développer un trouble alimentaire, malheureusement. Mmh. Puis quand on parle de troubles alimentaires, là, j'imagine que la liste est quand même, exhaustive, là. Mais tu sais, c'est quoi les troubles alimentaires les plus fréquents que toi tu voyais avec tes athlètes ou que tu vois encore aujourd'hui, en fait, avec tes athlètes? Ben, en fait, souvent, tu sais, les troubles alimentaires, la façon dont je les explique, c'est qu'il y a comme un dénominateur commun où il y a comme un cœur principal, c'est-à-dire c'est une grande préoccupation par rapport au poids et ou la silhouette ou la composition corporelle, hein. Fait que chez certains athlètes, ce ne sera pas le poids, mais ça va être la composition corporelle, fait qu'avoir plus de masse musculaire, moins de masse grasse, et leur contrôle. Fait que cette préoccupation-là, peu importe le trouble alimentaire, c'est ça qui va être au cœur, puis qui va comme générer une espèce d'anxiété ou d'inconfort. Puis quand on n'aime pas quelque chose, quand le cerveau, tu sais, se sent pas bien, il trouve des solutions. Fait que cette anxiété-là fait en sorte que la personne va développer des comportements pour contrôler ce qu'elle aime pas, c'est-à-dire modifier son alimentation, modifier son entraînement, se peser ou faire des mesures anthropométriques plus fréquentes. Puis à court terme, souvent, ça fonctionne, hein. Souvent, la personne va avoir des résultats, mais là, le problème, c'est que l'anxiété, elle s'estompe ou elle se contrôle, mais à court terme. Après ça, elle revient, puis elle revient. Fait qu'il faut en faire plus, en faire plus, en faire plus. Puis là, c'est ça on appelle le cercle vicieux, en fait, les troubles alimentaires. Fait que pour certaines personnes, ça va amener plus vers une anorexie, tu sais, où il va y avoir justement, tu sais, une perte de poids, il va y avoir, tu sais, un problème au niveau, en fait, des besoins, tu sais, de l'athlète qui ne seront pas comblés en fonction de son niveau d'entraînement. Puis pour une majorité d'athlètes aussi ou de gens qui vont trop se restreindre, à un moment donné, le cerveau, il dit: «Je suis plus capable, j'ai besoin de manger». Fait que la personne va développer des pertes de contrôle avec l'alimentation. Fait que, tu sais, on peut s'en aller vers la boulimie, tu sais, dans ce contexte-là aussi, si on suit certains critères, tu sais, spécifiques. Mais de façon générale, on vient tout le temps au cœur du trouble alimentaire pour aider les gens à comprendre, c'est-à-dire ces préoccupations-là. Mmh. Fait que c'est vraiment le cœur, comme tu disais, c'est vraiment la relation qu'on développe avec la nutrition, c'est souvent ça le problème. Que ça l'amène vers un gain de poids ou une perte de poids, c'est vraiment la relation avec l'alimentation. Tu sais, là, on parle de ce podcast-là vraiment en lien avec, bon, les performeurs, exemple au Cirque du Soleil ou les sportifs. Mais comment est-ce que tu peux jongler avec, tu sais, souvent les sportifs, ils ont un plan alimentaire. Comment est-ce que tu jongles avec avoir un plan alimentaire, mais pas trop rentrer non plus, tu sais, dans une mauvaise relation avec la nourriture ou que là, tu es un peu tu es un toc à cause de ton Mmh. plan alimentaire? Tu sais, j'essaie de comprendre comment tu peux jongler avec ça, avec l'athlète.
En fait, on va démystifier, un athlète n'a pas nécessairement un plan alimentaire, tu sais, rigide à suivre, il va avoir des lignes directrices. Fait que, tu sais, en nutrition sportive, en nutrition de performance, tu sais, il y a des règles de base. Tu sais, il faut que tu manges des glucides avant ton entraînement. Tu sais, pendant, dépendamment de l'intensité, de la durée, tu vas avoir des recommandations à suivre. Puis en post-entraînement, c'est dépendamment du type d'entraînement que tu as fait, tu as des besoins différents en glucides, en protéines, en électrolytes. Fait que, tu sais, il y a des lignes directrices à suivre. Mais ça ne veut pas dire que l'athlète doit calculer, peser, dans le fond, ce qu'il mange. Souvent, le plan alimentaire va faire en sorte que l'athlète va comme arrêter de se faire confiance, puis il va juste se fier à des règles externes, c'est pour savoir quand manger, puis il se pose comme juste plus de questions. Puis ça, c'est souvent une erreur parce que, tu sais, quand on regarde un entraînement, il y a une périodisation, c'est de l'entraînement, différentes phases d'entraînement, différentes charges d'entraînement selon les phases, tu sais, pendant l'année. Fait que ça veut dire qu'il y a une périodisation de la nutrition aussi, fait que les besoins nutritionnels vont être variés. Puis le meilleur indicateur pour savoir, tu sais, les quantités, puis ce dont ton corps a besoin, mais c'est de l'écouter. Fait que si on a toujours été habitué de suivre un plan alimentaire, ben on se pose plus ces questions-là: «J'ai-tu encore faim?» ou «Est-ce que c'est trop de nourriture?» Fait que je te dirais que les années, Heu, on a comme un peu mis de côté les plans alimentaires, tu sais, rigides en nutrition du sport parce qu'on s'est rendu compte que ça servait pas tant que ça à l'athlète. Fait que c'est vraiment plus des lignes directrices que tu vas donner pour puis en fait, c'est que l'athlète doit prendre ses propres décisions au niveau de l'alimentation, c'est un peu ça, mais avec des lignes directrices. Ben dans la mesure où, tu sais, on va donner des lignes directrices qui peuvent être très spécifiques, tu sais, selon les cas. Fait que, tu sais, dans les sports d'endurance, tu sais, il y a des règles, tu sais, au niveau de l'apport en glucides, tu sais, on c'est des maths, là. Faut que l'athlète ait le plus de glucides qu'il peut consommer, dans le fond, par heure d'effort. Tu sais, sa performance risque d'être, optimisée. En post-entraînement aussi, mais on va pas limiter l'athlète. Tu sais, s'il y a une grande faim, ben, on va pas lui dire: «Arrête de manger parce que tu as excessivement faim encore», mais souvent, c'est parce que son corps, tu sais, a des besoins supérieurs selon certains moments. Fait qu'en fait, la plus grande puis pour répondre à tes questions, la plus grande ligne entre les 2, c'est la flexibilité. Fait que, tu sais, un athlète qui va suivre comme un plan alimentaire de façon excessivement rigide, fait que, tu sais, il meurt de faim, il va pas manger plus ou, c'est le souper de sa grand-mère puis il ira pas parce que dans le fond, il faut qu'il mange, tu sais, Ouais, ouais. ses légumes bouillis puis, sa poitrine de poulet, tu sais, sans gras à la maison. Mais nous, on va appeler ça une rigidité alimentaire. Tu sais, versus est-ce que l'athlète est capable justement de faire preuve de flexibilité quand il voyage, quand, il y a des événements, tu sais, de la vie qui font en sorte qu'il a besoin justement de manger différemment. Fait que de ce que je comprends, c'est d'avoir un équilibre au final. L'excès de trop vouloir suivre un plan, ben, en fait, j'imagine toi tu te donnes pas de plan alimentaire là, de ce que je comprends. Fait que tu dois pas être vraiment pour, compter ses calories. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec tes athlètes ou même là, on rentre pas là-dedans, non? Non, puis je te dirais en nutrition du sport, on a vraiment évolué en fait de ça. Fait que c'est plus ça veut pas dire qu'on donne pas encore une fois des recommandations spécifiques, mais on va être plus à l'écoute de l'athlète aussi en disant: «Regarde, tu manges ça, tu sais, comment tu te sens? Est-ce que c'est assez ou pas selon toi?» Puis on va ajuster, tu sais, en conséquence. Fait que oui, on va travailler la qualité de la nourriture puis la quantité, mais on va plus se fier justement, tu sais, à la rétroaction de l'athlète pour ajuster ses recommandations. Fait que tu dois pas être nécessairement pour non plus les régimes et les diètes et tout ça. Là, je vais pas trop rentrer là-dedans, là, mais tu sais, j'imagine que c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas préconiser, Tu sais, en fait, c'est que je vois les conséquences, tu sais, dans mon bureau. Fait que, tu sais, moi, je vois principalement juste des athlètes, tu sais, qui ont une relation difficile avec l'alimentation ou des troubles alimentaires. Hem, puis comme je disais tantôt, tu sais, quand quelqu'un qui a une grande préoccupation par rapport à son corps, puis que la solution, c'est un régime amaigrissant, ben, en fait, on se rend compte que la personne, même quand elle perd du poids, sa préoccupation, elle diminue pas, elle augmente. Fait que mmh. souvent, les gens, ils pensent que c'est la solution: «Ah, mais tu sais, je perds juste quelques livres, je vais mieux me sentir, ça va être facile après, je vais juste le maintenir». En fait, c'est pas le cas. Plus on perd du poids, plus la préoccupation augmente. Fait que autant de cette peur-là de dire: «OK, mais je ne vais pas le reprendre». Fait que, tu sais, cette peur-là va être maintenue. Fait que la rigidité alimentaire, puis souvent les règles alimentaires vont, tu sais, croître puis être de plus en plus présentes. Fait que, tu sais, oui, il y a des gens, en fait, qui peuvent suivre un régime, puis, tu sais, en fait, à long terme, on sait là, que les régimes ne fonctionnent pas. Fait que c'est ce que toutes les études nous montrent, là, tu sais, tout à fait. On a une marge de manœuvre, mais qui est très limitée. Fait que souvent, ce qu'on va voir, c'est, tu sais, si quelqu'un, tu sais, fait une diète amaigrissante, que ça fonctionne ou pas, il va décrocher puis passer à autre chose. Mais pour certaines personnes, selon leur trait de personnalité, selon leurs facteurs de risque, bien, ça va vraiment être le début, en fait, tu sais, d'un trouble alimentaire ou le début, tu sais, juste de développer une préoccupation vraiment excessive par rapport, à son corps. Puis nous, on dit que cette préoccupation-là, elle joue au Pac-Man.
Fait qu'elle va commencer à manger toutes les sphères de vie. Fait que, tu sais, encore une fois, quand la rigidité s'installe, bien, les gens, c'est devenu tellement important de suivre leur régime alimentaire ou d'entraînement que, ils vont s'empêcher, tu sais, de faire toute autre chose dans leur vie, puis ça va nuire à leurs relations, tu sais, amoureuses, sociales, familiales. Ça peut nuire comme à l'école, ça peut nuire éventuellement à leur performance, en fait, aussi. Ben, c'est un bon point parce que bon, en ce moment, moi, je vais au gym, puis je suis un peu en prise de masse. Fait que, tu sais, je cache pas souvent dans le monde du gym puis du fitness, là, je sors un peu des performances, d'art et tout ça. Mais bref, en gym, tu sais, souvent, on compte les calories, on compte beaucoup les protéines et les glucides, mais tu sais, ça, c'est une autre chose. Mais je compte beaucoup mes calories, puis je regarde beaucoup qu'est-ce que je mange. Mais je comprends ton point que c'est ça, si c'est peut-être trop rigide, c'est peut-être c'est un couteau à double tranchant au final, que là, ça devient plus difficile quasiment après. Puis j'imagine aussi, parce que moi, les journées, exemple, que j'atteins pas mes calories ou que je mange pas exactement ce que je voulais suivre dans cette journée-là, ben souvent, ça va se refléter dans mon là, aujourd'hui, mon humeur va être un peu plus basse parce que crime, j'ai pas atteint mon objectif de la Mmh. journée, tu sais. Fait que, mais c'est un super bon point que tu amènes, là. Tu sais, on peut gagner de la masse musculaire sans compter ses calories aussi, Mmh. hein? Fait que, tu sais, encore une fois, c'est pas parce qu'on a une approche, en fait, tu sais, moins rigide qu'on n'atteint pas nos objectifs. Au Mmh. contraire. Exact. Je pense que c'est ça qu'il faut dissocier un peu, là. C'est pas faut que tu Exact, atteignes ça pour pouvoir avoir ta exact. performance Mmh. optimale, là. OK. Ah, mais je trouve ça intéressant. Puis je suis curieux un petit peu, tu sais, comment est-ce que ça commence les troubles alimentaires? Là, c'est sûr qu'encore une fois, il y en a plusieurs, mais heu, typiquement dans ton expérience, tu sais, comment est-ce que ça commence chez un athlète? Est-ce que, tu sais, en fait, tu pourrais nous le dire, mais tu sais, c'est-tu que là, il va commencer à justement c'est son humeur qui va diminuer? Est-ce que c'est les relations avec les gens autour de lui va commencer à être plus difficiles? Ou tu sais, comment est-ce que ça commence un peu ce genre de cercle vicieux-là? Ben, en fait, pour débuter, il faut que l'athlète soit exposé à différents facteurs de risque, hein. Fait qu'il y a des facteurs de risque qui sont plus, tu sais, d'ordre psychologique. Tu sais, on va malheureusement, mais souvent dire que, tu sais, les traits de personnalité qui font un bon athlète font un bon trouble alimentaire aussi. Tu sais, le perfectionnisme, l'obsessionnalité, la capacité de suivre les règles, tu sais, et cetera. Fait que beaucoup d'athlètes vont peut-être avoir cette prédisposition-là juste, tu sais, de par leur trait de personnalité. Ensuite, l'environnement, tu sais, va jouer pour beaucoup. Fait que s'ils sont dans un environnement où il y a énormément, tu sais, d'accent qui est mis sur le corps, les gens parlent beaucoup, beaucoup de ça. Il y a une grande pression dans l'environnement sportif ou de par la culture de leur sport elle-même ou de leur discipline, tu sais, d'avoir un certain corps. Tu sais, on pense aux catégories de poids, par exemple, ou à des sports plus esthétiques ou aquo-artistiques où il y a beaucoup d'accent qui est mis sur le poids, les sports jugés, par exemple. Où évidemment, ben, c'est un facteur qui va être associé à une haute performance, à la réussite, et cetera. Fait que les athlètes, dépendamment de, tu sais, de leur environnement, ils vont être plus prédisposés à avoir ces soucis-là ou à avoir ces réflexions-là. Il y a aussi, est-ce que le corps de l'athlète concorde avec les idéaux athlétiques ou pas? Fait que, tu sais, la génétique fait en sorte qu'on a, c'est des génétiques toutes, différentes. Donc, on sait que les sports où, par exemple, les athlètes performent à un haut niveau à un jeune âge, comme la gymnastique, tu sais, qui sont bons à un jeune âge ou en passage artistique, ben là arrive la puberté. Fait que là, tu sais, c'est le moment où on le sait pas, tu sais, comment notre corps va se transformer. Fait que post-puberté, il y a des jeunes que leur corps va encore cadrer avec les idéaux de leur sport, puis d'autres moins. Fait que ça aussi, en fait, ça peut faire en sorte que certains vont développer plus de préoccupations. L'environnement familial, fait que c'est la en fait, dans quel environnement ils sont exposés? Est-ce que les parents font souvent des régimes? Est-ce que les parents prennent leur poids, commentent, tu sais, leur poids? Fait que les enfants vont, tu sais, observer beaucoup, beaucoup, tu sais, ce que les parents font. Fait que si les parents mangent des repas différents dans le fond parce que maman ou papa est au régime versus ses propres enfants, ça aussi, en fait, ça met à risque, c'est les fait qu'il y en existe plein de facteurs de risque, mais on va souvent dire que justement, ça prend comme certains facteurs de risque, puis ça prend un environnement qui est plus favorable pour développer, un trouble alimentaire. Puis après ça, en fait, ça peut être long, tu sais, entre le moment où la personne commence à avoir une insatisfaction corporelle, développe des préoccupations, puis décide de prendre action, tu sais, il peut y avoir plusieurs années, tu sais, entre tout ça. Fait que c'est pour ça que nous, on dit aux entraîneurs, aux parents, aux gens,
attendez pas, que de voir des choses, graves pour intervenir parce que le plus rapidement on intervient, même moins de chances qu'on a, c'est que ça progresse, aussi. Non, c'est ça. Ben, je vais vouloir en revenir un petit peu, aux facteurs, externes comme, autant le coach, les parents, puis juste ton environnement. Heu, mais détecter, ça doit être quand même difficile parce que là, tu as dit ça peut se passer sur plusieurs années. Puis j'imagine aussi, si souvent la performance de l'athlète, j'imagine, va être un un facteur qu'on va regarder beaucoup. On doit se dire: «Bon, le l'athlète performe bien, donc il y a pas de problème». J'imagine ça doit être quelque chose que les gens voient quand même beaucoup, là. Puis en fait, quelque chose de difficile, en début de phase de restriction, il y a ce qu'on appelle la lune de miel. Fait que c'est la période, en fait, où, tu sais, il y a une perte de poids, où le corps se modifie. Fait que la personne, tu sais, qui vit une anxiété par rapport à son corps, elle dit: «Hey, j'ai trouvé la solution, ça marche». Son corps se transforme, c'est le moment où elle reçoit énormément de renforcement positif. Fait que les parents, les amis, les entraîneurs: «Waouh, je sais pas ce que tu fais, mais» fait que la performance en cette période-là, on sait qu'elle s'améliore pour beaucoup, beaucoup d'athlètes. Fait que c'est pas juste qu'elle est maintenue malgré la restriction, mais elle va s'améliorer. Mais, tu sais, c'est éphémère, hein, cette lune de miel-là, tu sais, elle dure pas malheureusement. Fait qu'ils vont frapper un mur. Fait que pour certains athlètes, ils vont frapper le mur plus au niveau physique. Fait qu'on pourra parler des signes, des symptômes physiques. Ça peut être plus psychologique, fait que l'anxiété devient tellement grande, il peut y avoir, tu sais, période de dépression, même idées suicidaires. Puis pour d'autres, la performance, elle peut être affectée énormément au départ. Pour d'autres, ça va prendre des années avant que la performance soit affectée, même s'il y a une grande, tu sais, phase de dénutrition, là. C'est un peu de l'évitement, j'imagine? Tu évites un peu ton problème nutritionnel, puis tu te concentres sur ta performance. «Ah, ma performance va bien, fait que c'est correct ça, c'est pas grave». Mais en fait, ça vient comme minimiser la situation puis la problématique parce que, tu sais, dans un contexte d'anorexie, le déni, tu sais, fait partie des critères, tu sais. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui est en anorexie, on doit souvent le forcer à aller au traitement, surtout chez les ados, parce qu'eux, ils comprennent pas pourquoi tout le monde s'inquiète. Ils se sont jamais aussi bien sentis souvent de leur vie, fait qu'il y a un grand déni par rapport à la gravité de la situation. Mmh. Comment est-ce qu'on peut voir, ben, là, justement, on va rentrer là-dedans. Comment est-ce que je peux voir les premiers signes? C'est quoi les trucs un peu que tu peux nous donner à ce niveau-là? Fait que nous, on appelle ça les drapeaux rouges, hein. Fait que tu sais, il y a aucun drapeau rouge qui est spécifique aux troubles alimentaires. Fait que ce qu'on va dire aux parents, aux entraîneurs, aux gens qui sont, tu sais, qui côtoient les athlètes, tu sais, votre travail, c'est d'observer, tu sais, est-ce qu'il y a présence de plusieurs drapeaux rouges? Puis après ça, c'est pas de dire: «Il y a un trouble alimentaire», mais c'est de référer. Donc les drapeaux rouges, ça peut être plus physique. Donc ça peut être, dépendamment du niveau évidemment, tu sais, de dénutrition, mais ça peut être, manque d'énergie, tu sais, faiblesse, maux de tête, étourdissement, je me lève rapidement puis tu sais, je vois des étoiles. Ça peut être, je perds mes cheveux, ça peut être j'ai tout le temps froid, ça peut être, tu sais, une aménorrhée, fait que un arrêt des menstruations, ça peut être, tu sais, des signes physiques, il y en a beaucoup, tu sais, des fois ça va affecter les ongles, ça va affecter la peau, ça va Ah ouais, affecter, quand même à ce point-là, hein? tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Fait qu'il en existe quand même beaucoup. En fait, les troubles gastro-intestinaux vont être vraiment fréquents. Fait que souvent, ils vont penser qu'ils ont plein d'allergies alimentaires ou d'intolérances, fait qu'ils vont encore plus se restreindre. Les troubles du sommeil sont vraiment fréquents aussi. Il va y avoir, tu sais, présence de blessures chez les athlètes, des blessures qui ne guérissent pas. Fait qu'il y a beaucoup de signes physiques. Maintenant, il y a les signes qui sont plus, psychologiques, qu'on va voir, comme je disais tantôt rapidement, l'anxiété qui va être augmentée, une humeur plus basse, fait que, tu sais, un peu plus de déprime, tu sais, plus déprimé. C'est comme si les émotions, des fois, sont, comme incontrôlables, fait que les athlètes qui vont pleurer tout le temps. On va remarquer aussi, ils vont plus s'isoler. Donc leur personnalité va changer. Fait que, tu sais, des athlètes qui aimaient être, accompagnés, tu sais, de leur partenaire d'entraînement ou de tu sais, qui aimaient ça être le centre d'attention, puis là, ils vont s'effacer complètement. Donc, ils vont plus prendre part. Tu sais, c'est vraiment leur nous, on les voit dans le traitement parce que souvent, c'est des choses qu'au début, tu sais, on les connaissait pas avant, puis là, on fait le traitement avec eux, puis là, on découvre une nouvelle personne après, là. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Puis sinon, comportemental, ça peut être, justement des athlètes qui vont éviter, tu sais, tous les repas avec l'équipe, qui prendront pas leur collation ou qui vont justement pas manger en compagnie de personne. Ça peut être,
Ben, tout justement, tu sais, un évitement de toute situation sociale. Ça peut être, leur, style vestimentaire qui va changer, aussi. Fait que des fois, quand on est honteux de notre corps, on peut soit le cacher ou le montrer beaucoup. Fait que, tu sais, ça peut être un peu, paradoxal, mais dépendamment, si on va voir l'un ou l'autre. Ça peut être aussi, dans les cas où les athlètes perdraient le contrôle avec la nourriture, ben, on peut trouver, tu sais, plein d'emballages comme de En dessous du nourriture en matelas, dessous du matelas. En cas d'entraînement, tu sais, l'athlète qui, tu sais, la journée de repos ou, c'est dans un après-midi de repos, ben, qui se sauve par l'escalier de secours pour aller courir, dans le fond, en plus, sans que personne le voit. Fait que beaucoup de comportements, tu sais, faits en cachette. Donc, voici des il y en exemples, a ouais. plusieurs, Il y là. en a beaucoup, ouais. Dans ton expérience, souvent les red flags, les drapeaux rouges, est-ce que sont souvent plus détectés par l'athlète ou plus l'entourage? C'est-tu plus le coach souvent qui va conseiller à l'athlète: «Hey, j'ai remarqué tel comportement, peut-être que je te conseillerais d'aller voir quelqu'un», ou ça vient souvent plus de l'athlète? En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que ça viendra jamais de l'athlète. Fait que pour OK. que Tu as jamais l'athlète eu là, qui sont ben, venus dans ton bureau, oui, mais il faut en fait, tu sais, il y a un trouble alimentaire amène beaucoup de positifs à l'athlète. Puis ça, c'est difficile pour les gens de comprendre ça parce que, tu sais, quelqu'un qui est déprimé ou un athlète, tu sais, qui fait une dépression, il va vouloir aller chercher de l'aide. Hein, il va aller voir son médecin ou un psychologue, puis il va, tu sais, chercher à aller mieux. La personne qui a le trouble alimentaire va y avoir apporté beaucoup, beaucoup de positifs, ne serait-ce que par, ben, j'aimais pas mon corps, ça m'a permis de perdre du poids, de le contrôler. J'ai jamais eu d'attention comme ça de mon cercle d'amis, de mon entraîneur. Là, j'en ai. Hem, ça me donne une impression de contrôle, ça me donne une impression en fait, c'est qu'il y a comme l'identité du trouble alimentaire qui commence à prendre justement de la place, puis c'est quelque chose qui devient super, super important pour eux. Fait que c'est comme si leur propre identité de personne, des fois d'athlète, va en venir se fusionner avec leur identité de trouble ouais. alimentaire. Fait qu'ils pensent qu'ils sont plus capables de performer sans leur trouble alimentaire, dans le fond, après. Fait qu'il y a comme tout un réapprentissage à faire, à ce niveau-là aussi. Il faut comme dissocier un peu le trouble alimentaire de l'identité de la personne. Ça, c'est un tra c'est j'imagine c'est le premier travail à faire là, dans ce scénario-là. Ben, en fait, ça va être un des derniers parce En plus à qu'on la fin, ah ouais, OK. réalimente, ouais. Fait que le travail psychologique, souvent les gens ils pensent: «Ah ben, il faut aller, tu sais, trouble alimentaire, psychologue». Mais le psychologue, il peut être impliqué plus rapidement, mais souvent c'est l'étape préalable, c'est la réalimentation en nutrition. Parce que quand le cerveau est sous-nutri, il fonctionne pas, il est pas capable dans le fond, tu sais, cognitivement parlant, de pouvoir bien comprendre, percevoir les informations. Il y a comme pas de rationalité dans le fond, tu sais, dans un trouble alimentaire. Fait qu'on réalimente la personne, puis après ça, elle est apte à aller comprendre puis à aller faire le travail, plus, en psycho. Fait que si on revient à ta question initiale, l'athlète, pour ces raisons-là, va pas venir dire: «Ah, je pense que j'ai un trouble alimentaire». Il va tout faire pour le cacher, puis il va tout faire pour nier, en fait, qu'il y a un problème parce que aussi, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles un athlète voudrait pas, tu sais, divulguer son trouble alimentaire. C'est qu'il a peur qu'on cesse l'entraînement, il a peur des fois, il y en a qui se sentent super honteux par rapport à ça: «Je vais me faire chicaner, je vais être identifié comme, tu sais, étant problématique», tu sais, et cetera. Fait que même moi, j'ai des athlètes, là, qui étaient sur leur lit d'hôpital puis qui me disaient: «Non, non, ça va, là, il y en a pas de problème, là». Fait que c'est pour ça que on a comme pas le choix, nous, de les amener vers là. L'entraîneur, en fait, nous, on coach les entraîneurs à savoir comment avoir cette première discussion-là avec l'athlète parce que c'est hyper anxiogène pour l'entraîneur, puis c'est vraiment J'imagine, ben oui. difficile. Puis de leur côté, en fait, c'est qu'ils ont peur de nuire à leur relation avec l'athlète. Ils ont peur, tu sais, que l'athlète se fâche ou de ne pas savoir comment gérer cette réaction-là. Ils ont peur, tu sais, que justement, ben, c'est ça, c'est souvent la relation privilégiée, tu sais, avec l'athlète tu sais, qui ont peur de perdre. Puis c'est sûr que, tu sais, à court terme, souvent, ça peut être très difficile, mais pour tous les cas avec lesquels j'ai travaillé, c'est quand ça a été un entraîneur ou un physio, quelqu'un qui était intervenu, des années plus tard, tu sais, ils sont tellement reconnaissants, tu sais, pour cette première personne-là. Au départ, ils sont excessivement fâchés, mais après coup, tu sais, sont super reconnaissants. Fait que, tu sais, nous, on aide les entraîneurs, dans le fond, à gérer cette première conversation-là. On a comme différentes étapes là, qu'on a mis sur pied pour aider les entraîneurs. Fait que c'est la première, tu sais, c'est de bien faire ses devoirs puis de se préparer là, pour faire cette intervention-là. Fait que d'avoir bien remarqué les signes, les symptômes, avec tous les drapeaux rouges, les avoir écrits, tu sais, sur un papier. Puis là, quand on se dit: «OK, comme, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose», parce que c'est ce qu'on dit à un entraîneur, tu sais, ils connaissent tellement leur athlète que si
Tu sais, si ton tu sais, le bon gut feeling, là, tu sais, si je sais pas comment dire en français, mais tu sais, si on sent, là, qu'il y a quelque chose qui cloche, là, souvent, tu sais, il y a vraiment, tu sais, que l'entraîneur se fasse, confiance, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Fait que là, on va dire de prendre l'athlète puis d'avoir une discussion, c'est pas devant les autres, que ce soit dans un lieu plus confidentiel, on sur un ton qui est pas accusateur, on va dire à l'entraîneur d'exposer les faits. Fait que c'est vraiment: «Je m'inquiète». Tu sais, c'est pas: «Tu fais ça», mais c'est: «Je m'inquiète. Voici ce que j'ai observé, ça m'inquiète». Après ça, de référer dans le fond, pour une évaluation médicale et nutritionnelle parce que des fois, l'évaluation médicale va être tout à fait correcte, donc il y aura rien d'anormal, mais les prises de sang, ça évalue pas tout, tu sais, évidemment. Fait qu'il peut y avoir des troubles alimentaires hyper sévères, puis que les prises de sang étaient revenues normales. Fait que c'est pour ça que ça prend une évaluation nutritionnelle, dans le fond, aussi. Puis après, bref, dépendamment comment l'athlète réagit, tu sais, on dit à l'entraîneur de mettre ses limites à un moment donné, que si l'athlète veut pas aller chercher de l'aide ou d'aller à l'extérieur, puis que l'entraîneur est inquiet pour la santé et la sécurité de l'athlète, qu'il mette ses limites, puis qu'il dit: «Tu sais, je peux pas continuer à t'entraîner dans ce contexte-là». Fait que l'entraîneur, ben, ou le coach, c'est ça, c'est vraiment, c'est souvent lui que tu vas voir qui va amener le premier pas, qui va guider un peu l'athlète vers, ben, la solution puis aller chercher, des ressources. C'est souvent le coach ou c'est peut-être les parents aussi ou Mais en fait, nous, on aide les entraîneurs à le faire parce qu'on trouvait que les cas, tu sais, de troubles alimentaires arrivaient beaucoup trop tard dans notre bureau. Fait que, tu sais, avec notre organisation, on forme les entraîneurs pour que justement ils se sentent plus à l'aise de le faire. Parce que nous, on voyait que c'est une lacune dans le milieu du sport, que tout le monde le voit, il n'y a personne qui fait rien. Puis un trouble alimentaire, souvent on dit qu'on a une fenêtre de, tu sais, jusqu'à 2 ans, que si on n'intervient pas, ça devient chronique, puis la personne peut rester pris avec toute sa vie. ah ouais, OK. Fait que c'est un des troubles mentaux les plus difficiles à traiter. Chez les adolescents, c'est la maladie mentale la plus meurtrière. Fait que c'est pour ça que c'est grave. Fait que on essaie d'outiller les gens le plus possible, autant les entraîneurs que les parents. Tu sais, des fois, les parents aussi, la vie va vite, on ne remarque pas certaines choses. Puis je travaille beaucoup, beaucoup avec des parents d'athlètes depuis les dernières années. Puis c'est comme si tu sais, du jour au lendemain, ils réalisent comme: «Oh mon Dieu, tu sais, ça fait des mois que ça dure, mais je l'avais comme pas vu». Puis là, on voit la courbe de croissance, tu sais, ça a chuté complètement. Puis là, ils sont hospitalisés. Chez les ados, en fait, c'est pas long qu'une hospitalisation parce que l'état de santé, tu sais, peut être précaire rapidement. Mmh. Mmh. Puis là, on doit arrêter l'entraînement. C'est ça qui est difficile. Parce que dans le traitement chez l'athlète, on fait tout pour éviter de devoir arrêter l'entraînement. Puis le plus tôt on intervient, le moins de chances on a, tu sais, à se rendre là aussi. Fait que c'est vraiment, après 2 ans, c'est là que ça devient vraiment plus difficile de revenir en arrière. Tu sais, c'est comme négociable selon les études, là, mais tu sais que de 18 mois, 2 ans, mais souvent, on va se donner une fenêtre, tu sais, de 2 ans pour la chronicité de la maladie. Puis c'est que ah ouais, OK, quand même. C'est quand même pas beaucoup quand tu y penses 2 ans. Tu sais, considérant que tu dis qu'il y a des fois des athlètes qui traînent ça pendant des années, tu sais, Ouais, que ouais. quand ils commencent à 10 ans, 10 12 ans jusqu'à, tu sais, dans les débuts vingtaine et tout, là. Ben, en fait, tu sais, c'est pas 2 ans par rapport au moment où la personne commence à développer des préoccupations, mais c'est à partir du moment où la personne prend action. Fait que, tu sais, si la personne a commencé à se restreindre, puis, tu sais, il y a comme un cercle vicieux qui s'installe, ben, c'est plus à partir de ce moment-là. OK, je comprends. OK. Hem, puis là, c'est ça, on parle beaucoup de l'entraîneur. Est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir des scénarios aussi que l'entraîneur peut être la source des troubles alimentaires? Tu sais, j'imagine la pression de performance. Tu sais, là, on parlait qu'il peut l'aider, mais j'imagine que ça peut nuire aussi? Ben oui, puis souvent, tu sais, on l'amène d'une façon positive en disant: «Vous pouvez faire une immense différence, tu sais, en prévention de troubles alimentaires». Fait que l'inverse est aussi vrai. C'est vrai. Mais on met beaucoup l'accent sur, tu sais, vous avez cette possibilité-là, tu sais, de changer la vie d'un athlète ou de faire en sorte que vos athlètes aient un parcours vraiment positif. Donc, là, depuis quelques années, le milieu du sport est un peu plus strict, là. Je ne sais pas si tu as vu, mais tu sais, avec, on a Sportaid, qui est un super organisme, en fait, québécois. Si les gens ont des, préoccupations, des doutes, c'est par rapport au comportement de certains entraîneurs, ils peuvent appeler, il y a une ligne d'écoute, puis ils vont indiquer, tu sais, quoi faire, mais on peut dénoncer, tu sais, les pratiques de certains entraîneurs. C'est Fait une que bonne idée, je n'étais pas au courant. Sportaid, c'est une super ressource, là, honnêtement. Donc un entraîneur est plus supposé peser ses athlètes. Il est plus supposé de demander le poids à ses athlètes. Ça pourrait faire preuve, tu sais, de justement une plainte, là, auprès de Sportaid. Donc ce qu'on va dire aux entraîneurs, c'est qu'évidemment d'essayer
de mettre beaucoup plus l'accent sur la fonctionnalité du corps versus de quoi il y a de l'air. Hem Puis on voit des athlètes qui performent bien, tu sais, à tout type de corps aussi, hein. On a eu des super belles surprises, puis tu sais, aux Jeux olympiques aussi, tu sais, souvent, il y a des athlètes là qui, tu sais, qui apparaissent de nulle part puis qui gagnent des médailles. Mais si on avait forcé, tu sais, tous ces athlètes-là à avoir le même corps, mais peut-être qu'on n'aurait pas, tu sais, eu des surprises comme ça, aussi. Donc oui, beaucoup d'éducation par rapport au poids et la performance, que c'est pas un lien direct, là. Une perte de poids va pas amener une amélioration de la performance de façon directe. Puis pour plusieurs, ça va être l'inverse. Après un bout, on le sait, ça va avoir des impacts, tu sais, sur la santé, mais aussi la performance, de l'athlète. On va dire aux entraîneurs qu'ils ont la capacité à être des super beaux modèles. Donc, pour certains enfants, ados, ils vont passer plus de temps avec leurs entraîneurs qu'avec leurs parents. Fait que, en fait, tous les comportements de l'entraîneur peuvent avoir un rôle. Fait que, tu sais, si un entraîneur ou un parent aussi, mais tu sais, dit à son enfant ou à son athlète, tu sais: «Oui, tu devrais faire ça», fait que lui-même le fait pas, ça marche comme pas, hein? Donc, c'est vraiment par l'exemple qu'ils vont être capables, tu sais, de pouvoir, tu sais, modeler, tu sais, certains comportements. Fait qu'on va dire aux entraîneurs, tu sais: «Ayez la capacité de pouvoir manger une variété d'aliments devant, tu sais, vos athlètes». Si vous prônez, tu sais, l'équilibre au niveau de l'entraînement, mais que vous vous entraînez 7 jours sur 7 pour un Ironman puis que vous vous reposez jamais, ben c'est pas, tu sais, vous avez beau dire à vos athlètes: «Ben oui, c'est super important, reposez-vous», mais si vous le faites pas, tu sais, ça c'est pas conséquent, tu sais, c'est pas cohérent. Donc ça, d'être un bon modèle. L'autre chose, puis ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont super bienveillants, mais ils pensent pas à cet aspect-là, c'est l'horaire. Fait que, tu sais, arrive l'horaire de camp d'entraînement ou surtout, tu sais, l'été, là, quand ils sont à temps plein, les athlètes, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir un horaire, tu sais, en fonction de la disponibilité des espaces d'entraînement, un horaire assez fou, tu sais, où ils vont avoir comme de 8 heures le matin, tu sais, jusqu'à 2 heures sans pause. Fait qu'on peut pas dire à un athlète: «Ah, mais c'est super important que tu t'alimentes bien», puis pas y offrir aucun moment pour manger dans sa journée ou pour se reposer. Fait que c'est souvent quelque chose aussi qui peut faire une différence parce qu'il y a beaucoup malheureusement, tu sais, d'athlètes, de jeunes athlètes qui vont développer des troubles alimentaires suite à des camps d'entraînement où ils ont réalisé: «Hey, je peux ne fonctionner et ne pas manger pendant comme 10 heures de suite. J'ai perdu du poids, je me sens bien», puis là, tu sais, ça dérape vers un trouble alimentaire aussi. Est-ce que tu vois aussi l'influence des parents qui peuvent avoir les parents peuvent avoir une grosse influence sur les athlètes, j'imagine? Exact. Comme je l'ai mentionné, tu sais, un peu tantôt, hem, ce qui se passe à la maison, tu sais, a un immense rôle à jouer. On sait que les repas familiaux vont être très protecteurs, dans le fond, dans le développement des troubles alimentaires. Si, hem, tu sais, on parle pas nécessairement du contenu de son assiette, tu sais, en mangeant, mais on sait que le fait de manger en famille, tout le monde ensemble, de discuter de notre journée, c'est un des paramètres qui va être protecteur, tu sais, pour le développement de troubles alimentaires. Hem, L'autre chose, puis ça, il y a comme une espèce de courant beaucoup, beaucoup en pédiatrie, là, en nutrition, tu sais, par rapport au fait que l'enfant devrait être maître de la quantité qu'il mange. Fait que, tu sais, les parents doivent, tu sais, c'est à eux de déterminer l'horaire, c'est à eux de varier les choix, tu sais, de ne pas avoir d'aliments interdits, mais aussi que l'enfant, tu sais, en fait, on veut comme mettre pas tous les aliments sur le même piédestal, mais c'est le parent qui décide à quel moment, tu sais, les présenter à l'enfant. Mais l'enfant demeure maître de la quantité qu'il mange. Parce que ça, c'est quelque chose qui qui est très, très intuitif pour l'enfant. Il va toujours écouter réellement, en fait, ce dont son corps a besoin. Manger quand il a faim, arrêter de manger quand il a plus faim, c'est quelque chose qui se perd chez l'adulte. Fait que pourquoi? Parce qu'on se fie, tu sais, à toutes ces règles externes-là. Donc c'est pour ça qu'on va dire aux parents, d'enfants athlètes, ben si votre enfant il veut manger 3 assiettes, faut pas lui dire que c'est pas correct parce que si on le fait, on apprend à notre enfant de dire: «Fais pas confiance à ton corps ou à les signaux de ton corps aux signaux de ton corps». Donc c'est pour ça que c'est une des choses qu'on va souvent suggérer, aux parents aussi. Puis de pas utiliser d'étiquette là, tu sais, par rapport Ouais, à de certains classer les aliments. nourritures, ça c'est mauvais, ça c'est Ouais, bon, ouais. «Faut manger juste des biscuits» ou Ouais, ouais, c'est tu sais, «Tu ça. devrais pas manger ça avant». Tu sais, dans la nouvelle approche, en fait, en pédiatrie, ils vont vraiment présenter comme le dessert en même temps que le repas principal, tu sais, pour comme montrer que tout est, tu sais, sur le même piédestal. Exact. Ouais, puis c'est drôle, un épisode précédent, je me souviens pas avec qui, mais on avait parlé comme quoi aujourd'hui dans la société, les desserts
ou les choses sucrées, c'est soit une récompense. Ouais, «Ah, exact. fais le ménage de ta chambre, tu vas avoir un Ouais, biscuit» ou tu sais, peu importe, mais ça, c'est sûr que ça développe une mauvaise relation, là, tout à j'imagine. fait. OK, Ouais, ouais. Ah, mais c'est intéressant, j'aime ça. Hem, je veux changer un petit peu ouais. de sujet. Je sais que tu as travaillé beaucoup avec des performeurs du Cirque du Soleil. Mmh. Heu, Ça, c'est une discipline qui est quand même très axée sur l'esthétique, là, j'imagine. Tu sais, c'est ça, j'imagine il faut quand même avoir un certain allure, là, dans ce sport-là. Est-ce que tu remarques plus de troubles alimentaires dans les disciplines où que le côté esthétique est important? En fait, les troubles alimentaires, de façon générale, là, pour tout athlète, en fait 2 choses. La première, c'est qu'on sait que les athlètes sont ont plus de chances de développer des troubles alimentaires que les non-athlètes. Fait que tout athlète confondu, là, De base, de ouais, OK. base. Puis l'autre chose, c'est plus le niveau de compétition augmente, plus le risque augmente aussi. Fait que tu sais, plus ça devient sérieux, tu sais, si tu passes, mettons, tu sais, récréatif à tu sais, une équipe plus sérieuse, après ça, une équipe, provinciale, nationale. Tu sais, on sait que plus ça devient sérieux, ben plus évidemment le risque augmente. Quand on regarde les études scientifiques, partout, tu sais, on parle des sports plus, tu sais, qui vont plus favoriser peut-être le développement, tu sais, de troubles alimentaires ou qui vont mettre les athlètes plus à risque, c'est-à-dire les sports où il y a plus d'accent mis sur le corps. Fait qu'on on vient avec nos sports comme acro-artistiques ou esthétiques, les sports à catégorie de poids, ou des disciplines, tu sais, justement, où tu sais, il y a des costumes révélateurs qui vont être portés. Mais honnêtement, dans ma pratique, moi, maintenant, je vois de tout. Fait que j'ai des jeunes joueurs de hockey de 13 ans qui sont en anorexie. J'ai des joueurs de tennis, j'ai escalade, j'ai tous les sports. Fait que c'est pour ça qu'on se rend compte que, tu sais, oui, c'est ce que la littérature nous dit, mais en ce moment, post-pandémie aussi, je pense que ça fait une différence, là, les jeunes l'ont eu dur. Mais il ne faut pas penser parce que notre fils ou notre fille joue au hockey ou au baseball ou au soccer qu'ils n'ont pas de chance de développer un trouble alimentaire. C'est faux parce que nous, on en voit dans nos bureaux, en fait, tous les jours, peu importe le type de sport. OK. Ben, c'est une bonne façon de le voir, tu as raison. Moi en tout cas, moi, dans ma mentalité, c'était les sports où que l'accent est mis sur un peu plus l'esthétique, il y aurait peut-être plus de troubles, mais Ben tu oui, en es la preuve que non, là. mais en voulant dire, c'est pas exclusif à ça. Non, c'est ça, exact. Ouais. OK. Puis y a-tu fait que c'est pas mal égal à travers toutes les disciplines, tous les sports, tous les âges aussi, j'imagine? Il y a C'est pas pas de égal, non. mais tu sais, c'est difficile d'avoir tu sais, des prévalences exactes, là, mais tu sais, la littérature scientifique va nous dire encore évidemment qu'il y a plus, tu sais, de prévalence de troubles alimentaires dans certains sports versus d'autres. Mais tu sais, tous les sports à catégorie de poids, on n'en parle pas tant que ça, mais c'est sûr qu'il y a pas meilleure façon d'augmenter la préoccupation par rapport à son corps puis de favoriser des comportements dysfonctionnels, tu sais, en lien avec l'alimentation, là. Non, exact. Quand faut que tu pèses ton poids quasiment tous les jours, ou à toutes les semaines, Puis il faut que au tu moins, fasses le poids aussi pour aussi. compétitionner. Fait que pour beaucoup d'athlètes avec qui j'ai travaillé, c'est en fait, c'était le stress était beaucoup mis plus sur, tu sais, faire le poids que de compétitionner. Fait que, tu sais, souvent, c'est pas optimal, là. Non, exact. On a parlé un petit peu des drapeaux rouges, on a parlé comment les identifier, on a parlé de l'influence de l'entraîneur puis des facteurs externes. Il y a une chose que moi j'ai remarqué beaucoup, ben, tu l'as mentionné tantôt, le REDS. Hem, je pense quand même que tu donnes des conférences vraiment axées sur le REDS, fait que j'imagine que c'est quand même un gros sujet. Heu, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu sais, c'est quoi exactement? Puis est-ce que c'est un je sais pas si c'est un trouble, c'est un comportement, mais c'est quelque chose qui est quand même très présent là, chez les athlètes? Fait que le REDS, en fait, c'est Relative Energy Deficiency in Sport, donc le déficit relatif énergétique dans le sport. Fait que c'est un concept qui est paru dans la littérature scientifique en 2014. Avant, on appelait ça la triade féminine de l'athlète. Je sais pas si ça te dit quelque chose? Drôlement, je l'ai vu dans mes OK. recherches qu'il disait que c'était un synonyme, mais je sais pas si ça l'était vraiment. Non, c'est C'est un vraiment pas un synonyme, c'est ça, synonyme, OK. mais c'était en fait, c'est pour dire que ça fait super longtemps qu'on savait déjà qu'il y avait comme cette triade-là ou ce lien qui existait entre, tu sais, une faible disponibilité énergétique, fait qu'un athlète, dans le fond, qui mange pas assez pour combler ses besoins associés, tu sais, à son niveau d'entraînement, avec la santé osseuse, puis l'absence de menstruation. Fait que ça fait longtemps, longtemps, en fait, qu'on en parle. Sauf qu'on s'est rendu compte que, d'une part, ça affectait pas juste les athlètes féminines, puis d'autre part, ça affectait pas juste tu sais, la santé osseuse puis la fonction menstruelle, mais ça affectait toutes les autres sphères physiologiques du corps. Donc c'est pour ça que les chercheurs se sont penchés beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, ils ont
justement, fait apparaître ce concept-là, là, dans la littérature, scientifique en 2014. Fait que c'est un consensus par le Comité international, olympique qui était paru. Il y a eu la mise à jour en 2023, fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, depuis. Mais en gros, en fait, c'est, un athlète va être en faible disponibilité énergétique si on regarde, par exemple, tout ce qu'un athlète mange, puis on enlève tout ce que lui coûte son activité physique, puis on regarde le résiduel au niveau énergétique, là, ou calorique. Si ce résiduel-là n'est pas suffisant pour faire fonctionner toutes les fonctions physiologiques du corps, on va dire qu'il va être en état de faible disponibilité énergétique. S'il est là de façon temporaire, pas trop excessive, pas trop souvent, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était pas si grave que ça. Quand c'est prolongé, quand c'est sévère, on va dire que c'est justement, une faible disponibilité énergétique qui va être problématique et qui va mener au syndrome de Rett. Donc là, le Rett, en fait, c'est que on sait que ça peut affecter toutes les sphères physiologiques, en fait, du corps, mais c'est pas tous les athlètes qui vont avoir des atteintes, tu sais, à tous les niveaux. Puis on sait que ça va venir affecter beaucoup, beaucoup, les différentes sphères associées à la performance, aussi. Ça a été énormément documenté. Maintenant, le lien entre ça et les troubles alimentaires, c'est que c'est pas un diagnostic, dans le fond, de trouble alimentaire, c'est une conséquence d'une sous-alimentation. Fait qu'il va y avoir des athlètes qui vont avoir un RED avec ou sans un trouble alimentaire. Mmh, Par OK. exemple, un athlète qui, hem, passe au travers d'une charge d'entraînement vraiment, vraiment importante, où sa charge augmente et qui est juste il y a pas ses signaux internes, mettons, vont pas faire en sorte qu'il ait plus faim et cetera, ou il est vraiment dans le jus avec l'école, il est full, mal organisé pour faire ses lunchs ou peu importe, puis il finit par pas manger assez. Il peut développer un RED dans ce contexte-là, mais la différence, c'est que on le prend en charge, on lui dit de manger plus. Des fois, on peut lui dire de modifier un peu son entraînement. Ça va être facile, il va le faire, il va suivre nos recommandations, il va aller mieux, il va sortir de cet état de faible disponibilité énergétique-là. Un athlète, en fait, qui va avoir un trouble alimentaire et être en REDS, bien, d'une part, ça peut être 2 choses, soit qu'il peut s'être rendu en REDS au départ, il y a eu une perte de poids, puis là, il se dit c'était pas volontaire, là, par exemple, dans le même contexte, mais ou tu sais, mononucléose, maladie, peu importe, là. Puis là, il se dit: «Ah, mais là, j'aime bien mieux mon corps là, fait que j'accepte pas de reprendre du poids ou de recommencer à manger». Fait que là, ça peut initier le déclenchement d'un trouble alimentaire ou à l'opposé, un athlète qui volontairement dit: «J'aime pas mon corps, je vais perdre du poids», puis là, qui se ramasse en REDS, en fait, à cause de ça. Mmh. Ça clarifie-tu un peu, Oui, oui, 100 oui, oui. Mais c'est ça, dans ma tête, je voulais comprendre si c'était un trouble alimentaire, mais là, je comprends que c'est comme différent, là. Ouais, Heu, Puis ça, j'imagine que, bon, un athlète qui va avoir est-ce qu'on dit qu'il a le RED ou c'est comment tu le qui un a athlète, en REDS en ou en REDS, qui OK. a un diagno en fait, c'est un diagnostic médical par exclusion que le médecin va faire, là. OK. Fait qu'un athlète qui est diagnostiqué, du RED, sa performance va automatiquement diminuer ou pas nécessairement? Pas nécessairement tout de suite, c'est ça qui est difficile. Puis des fois, ça peut mettre, plusieurs mois ou des fois, ça va être juste, sa performance mettons un coureur, sa performance peut être encore super bonne, mais dans le gym, il sera plus capable de gagner de la masse. Exemple. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être subtil aussi à quel niveau le REDS va venir affecter la performance. Ça, c'est le même principe, j'imagine, que plus on attend, plus c'est difficile de revenir en arrière, comme un peu les autres troubles alimentaires, là, je me c'est le même principe un peu? Ben, plus tu attends, plus tu vas avoir des conséquences, tu sais, négatives. Tu sais, si on pense à une athlète féminine qui a pas ses règles, qui est en faible disponibilité énergétique, ça affecte sa masse osseuse. Fait que ça, c'est quelque chose qui est pas réversible. Fait que c'est le seul paramètre, dans le fond, qui sera pas réversible au niveau de la santé. Fait que cette athlète-là va être plus prédisposée à avoir des fractures de stress, puis tu sais, avoir une faible densité minérale osseuse, mais pour toute sa vie. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment prendre ça en charge le plus rapidement possible. Puis prendre en charge, fait que c'est les mêmes étapes. C'est quoi exactement qu'on va faire pour prendre en charge un athlète? Réalimentation, fait que tu sais, il faut juste augmenter l'apport alimentaire. Puis après ça, si on voit que c'est pas suffisant, on va diminuer. C'est un athlète qui en ferait trop, mettons, au niveau de l'entraînement, plus que son programme prescrit, ben là, on lui dirait: «OK, fais ce qui est prescrit, mais pas au-delà de ça». Mais pour d'autres athlètes, tu sais, si c'est très sévère, prolongé depuis longtemps, puis que l'alimentation, tu sais, est pas suffisante pour nous aider, ben là, on va devoir diminuer, l'entraînement. En fait, pendant longtemps, on a
sais, penser que c'était des surentraînements aussi. C'est des athlètes qui puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait il y a une étude particulièrement qui a montré ça, qu'il y a beaucoup de symptômes, en fait, de syndrome de surentraînement qui étaient des symptômes, en fait, de RED. Ah ouais, Fait OK. que souvent, tu sais, ces athlètes-là, tu sais, fallait les réalimenter aussi pour qu'ils aillent mieux. Ah OK. Ben là, je comprends mieux. Merci. Mmh. C'est ça que je voulais comprendre un peu. Hem, puis là, quand je regardais un petit peu mes recherches, tu sais, je pensais beaucoup ben, les jeûnes intermittents. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup, toi, dans tes bureaux? Parce que souvent, on associe, couper l'alimentation avec des jeûnes. Tu sais, un athlète va se dire: «Ah, ben, je vais pas manger de ma journée ou je vais pas manger pendant cette fenêtre de temps-là». Est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup chez tes athlètes? Les athlètes, c'est de haut niveau, là, qui s'entraînent pour les Jeux, je te dirais que non. Tu sais, les athlètes qui s'entraînent, c'est des fois pour un marathon ou tu sais, tu sais, que c'est plus leur hobby, dans le fond, l'entraînement un peu plus. Moi, je suis biaisée parce que je travaille avec ceux qui ont des troubles alimentaires ou qui ont une relation difficile avec l'alimentation. Fait que souvent, quand c'est le cas, c'est vraiment une règle alimentaire du trouble alimentaire. Fait qu'il faut comme, tu sais, réalimenter puis faire en sorte que la personne recommence à manger. Hem, Tu sais, c'est pas une méthode amaigrissante. Fait qu'en fait, à la base, c'est pourquoi certaines personnes feraient le jeûne intermittent. Si c'est pour perdre du poids, c'est pas une bonne raison. Puis le poids, ils vont le regagner, dans le fond, après. C'est comme les Hem régimes et les diètes qu'on parlait tantôt, C'est là, ouais. c'est comme un régime dissimulé sous un autre nom pour beaucoup de gens. C'est comme: «Ah, mais j'ai pas le droit de manger à telle heure puis telle heure, fait que ça va être facile, je vais perdre du poids». Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans ma pratique, c'est les gens savaient, mettons, qu'à partir de 7 heures, ils ne pouvaient plus manger. Fait que là, ils mangeaient, ils mangeaient, ils mangeaient, tu sais, juste avant. Finalement, ils Hem mangeaient plus. et fait qu'ils finissaient exactement, Mmh. par manger plus aussi. Faut aussi voir, tu sais, l'athlète, c'est quoi sa tu sais, son horaire d'entraînement? Parce que pour certains athlètes, tu sais, si la majorité de ses entraînements difficiles par intervalle sont tôt le matin puis qu'il a pas mangé avant-après, il est pas du tout en optimisation de la performance non plus. Fait que des fois, tu peux être chanceux si tu t'entraînes juste, tu sais, en mi-journée, ben là, ça va pas affecter ton entraînement, mais sinon, on va vraiment voir que ça va venir affecter, tu sais, les adaptations physiologiques normales de l'athlète à son entraînement. Non, c'est ça. L'alimentation, c'est quand même très important dans la performance sportive, là, de ce que moi j'ai compris dans les autres épisodes, là. Ce que tu manges avant, pendant et après, ça va beaucoup affecter ta performance, ça fait que Ben, ça va venir en fait, tu sais, les gains à l'entraînement vont venir de l'adaptation physiologique du corps, hein. Fait que la nutrition a un rôle directement là-dessus, tu sais, à différents niveaux. Fait que si tu mets la nutrition de côté, puis tu veux juste t'entraîner, tu peux avoir des gains, mais tu vas pas venir optimiser, en fait, tes gains. mmh exact. C'est tout le temps optimisation. C'est ça, Mmh. c'est le bon mot. Ouais. Hem, écoute, j'avais une question, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que tu remarques que ça, c'est un petit peu un problème chez tes clients? Parce que là, bon, avec les réseaux, on peut se comparer, on peut voir peut-être dans le côté esthétique, tu peux voir, tu sais, Mmh. des corps que toi, tu aspires à avoir, là, pour X Exact. exemple. Est-ce que tu vois que les réseaux sociaux, c'est un petit peu un problème dans ce que tu 100. fais? Ouais. Nous, on fait le ménage, dans le fond, des réseaux sociaux de nos clients, tu sais, en consultation. Fait que ça fait partie d'une des choses parce que, tu sais, quand je te disais que, en fait, tu sais, la préoccupation, c'est comme l'obsession, puis tous les comportements que la personne va utiliser pour gérer son obsession, c'est ses compulsions. Fait que ça peut être, tu sais, pour certaines personnes, tu sais, moins manger, un régime, tu sais, s'entraîner plus, se peser, ou ça peut être de consulter beaucoup, beaucoup, justement, ces réseaux sociaux. Fait que nous, ce qu'on va dire, c'est des comportements qui vont venir réalimenter les préoccupations puis réalimenter, en fait, l'obsession. Fait que, tu sais, quelqu'un qui, consulte, tu sais, énormément tu sais, de comptes, des trucs de perte de poids ou puis là, qui essaie de diminuer sa préoccupation, ben, ça marche pas. Fait que c'est sûr que c'est une des premières choses qu'on fait avec les gens, c'est de dire: «OK, mais comment, tu sais, qu'est-ce que tu consultes? Est-ce que c'est aidant ou pas?» Puis des fois, ça peut être, tu sais, des super recettes, puis tu sais, il y a rien là, mais la façon dont la personne va, tu sais, l'internaliser, ben, c'est ça la problématique aussi. Fait que je travaille aussi à l'École supérieure de ballet, puis je donne beaucoup de workshops, ou d'ateliers aux jeunes danseurs en collaboration avec une collègue en performance, mentale. Puis souvent, c'est ce que je dis aux jeunes quand on parle des réseaux sociaux. Je dis: «Ah, moi, j'en suis plein de nutritionnistes, là, puis ils font du super contenu de qualité, puis c'est du contenu, tu sais, qui est vraiment, tu sais, basé sur la science». Mais peut-être que des fois, moi, je regarde: «Hey, moi, j'en pose pas beaucoup de contenu» ou, tu sais, je suis dépassée par la vie, puis je suis non même pas une bonne nutritionniste. Fait que, tu sais, des fois, c'est de se questionner, pas juste sur
la pertinence ou comme la qualité du contenu, mais c'est comment je me sens, tu sais, après avoir visionné, tu sais, certains contenus. Puis des fois, d'une journée à l'autre, la façon dont on va le percevoir va être différente aussi. Fait que c'est pour ça que je ne vais pas me désabonner de tous les comptes de nutritionnistes, mais tu sais, je c'est un petit peu, tu sais, juste pour faire le parallèle avec eux que des fois, il faut juste se questionner sur comment je me sens. Puis si c'est une journée où, tu sais, un danseur ou un athlète, tu sais, est préoccupé, ben, c'est peut-être pas le moment, tu sais, d'aller justement, tu sais, regarder ses réseaux sociaux puis de regarder tous ces corps-là, aussi. À l'opposé, on va dire aux athlètes d'aller chercher des modèles d'athlètes qui ont des corps similaires aux leurs aussi. Fait qu'on peut aller chercher des super beaux modèles via les réseaux sociaux, auxquels on va venir s'identifier aussi. OK. J'aurais pas pensé que ça aurait été une pratique, mais Ouais, OK. Fait que c'est vraiment de trouver quelqu'un à qui tu aspires, ouais. devenir comme un peu, là. Ou tu sais, qui va comme tu sais, qui va connecter au niveau des valeurs ou qui vont, tu sais, peut-être, tu sais, dans certains cas, si l'athlète a un corps, tu sais, différent, ben c'est qu'il soit capable de trouver d'autres athlètes, tu sais, qui ont été capables justement, tu sais, de performer avec des corps différents aussi. Fait que d'avoir des modèles, tu sais, qui sont justement hors normes aussi, associés à une bonne performance. Ça t'arrive-tu aussi de des fois, les gens ont vu quelque chose sur les réseaux, tu sais, je pense beaucoup, tu sais, le marketing alimentaire, entre autres, tu sais, au pire, les suppléments, les choses comme ça. Ça t'arrive-tu que les gens viennent des fois puis ils disent: «Hey, j'ai trouvé ça, c'est vrai que ça pourrait m'aider ça pour, brûler du gras» ou tu sais, peu importe, ça t'arrive-tu? Tout ben, oui, dans la mesure où, tu sais, en même temps, les gens, tu sais, qui se rendent dans mon bureau, souvent, ils tu sais, ils savent que c'est problématique, aussi, fait qu'ils sont comme plus bombardés, tu sais, de tout ça. Hem, dans Tu sais, pour les suppléments, je te dirais plus, tu sais, non troubles alimentaires, mais tu sais, vois les athlètes, tu sais, les jeunes, ils se posent des questions pour gagner de la masse ou et cetera. Mais oui, les réseaux sociaux, tu sais, on peut avoir de la bonne information comme, tu sais, de l'information moins pertinente. On a quand même cette chance-là, tu sais, avec les athlètes, tu sais, en développement de haut niveau. Nous, on utilise juste des suppléments qui sont testés, là, pour le dopage. Fait que c'est pour ça que ça élimine déjà beaucoup de suppléments de cochonneries parce qu'ils veulent pas les prendre pour pas Non, c'est ça. tester positif, là. Fait que OK. Ah ben, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as des ressources, est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour les gens qui, bon, peut-être en ce moment, que ce soit un entraîneur, un athlète, parent ou ami, c'est quoi les ressources qui sont disponibles en ce moment pour quelqu'un qui peut-être voit un trouble chez quelqu'un? Quelles étapes est-ce que ces personnes-là peuvent faire? ouais, ben différentes choses. Tu sais, il y a l'organisme ANEB Québec, en fait, qui a différentes, ressources gratuites, là. Il y a des groupes de soutien aussi pour les parents. Nous, on donne beaucoup de formations justement aux entraîneurs, dépendamment en fait, il y a beaucoup de centres régionaux au Québec, qui sont, on appelle ça les crèmes, donc les centres régionaux, d'entraînement qui soutiennent les athlètes en développement, qui vont offrir aux entraîneurs des formations en troubles alimentaires. Fait que des fois, c'est juste de communiquer, tu sais, avec, sa fédération sportive aussi ou et cetera. Fait que nous, on forme beaucoup, beaucoup les entraîneurs qui font partie de différentes fédérations, sportives avec notre organisation qui s'appelle, Dare to Fuel, Performance. Sinon, en fait, c'est comme de faire équipe avec nutritionniste, médecin du sport, si vous êtes capable. Fait que souvent, moi, j'ai des entraîneurs avec qui je collabore régulièrement. Puis quand ils ont des doutes, quoi que ce soit, ben, ils m'appellent, puis ils me demandent mon avis, puis ils me les réfèrent, au besoin. Fait que souvent, dépendamment de la région, d'aller trouver votre réseau de support avant, tu sais, d'aller, tu sais, avant d'attendre que ce soit le chaos puis qu'il y a un problème. Parce que, tu sais, quand on est inquiet pour un athlète, souvent, l'anxiété aussi embarque là, de la part des intervenants, puis là, c'est plus difficile, là. J'ai beaucoup d'entraîneurs, tu sais, qui passaient des nuits blanches puis qui dormaient plus à cause de cas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va dire à tout club ou tout environnement sportif de s'outiller puis d'avoir une espèce de plan d'action au préalable, que si certains cas arrivent, ben, au moins ils savent, tu sais, comment fonctionner. Ça peut être d'offrir des formations, tu sais, aux parents en nutrition par rapport à ça ou de former, tu sais, tous les entraîneurs de leur club. Nous, on l'a fait souvent, en fait, de former comme tous les gens qui travaillaient pour une même équipe ou et cetera. Surtout puis ça arrive surtout dans le fond, tu sais, après qu'il y a eu des situations problématiques. Fait que là, on se dit: «Oh, tu sais, on a besoin d'être mieux outillés». Donc il existe des ressources par rapport à ça. Comme je disais tantôt, Sportaid, c'est dans le cas où il y a des doutes sur, des comportements d'entraîneur, ben, c'est confidentiel, on peut appeler, poser nos questions. Puis peut-être dire aux parents aussi d'aller observer, tu sais, les séances d'entraînement. Tu sais, si leur enfant s'entraîne dans un contexte où ils n'ont jamais, jamais le droit, tu sais, d'observer, mais de se poser des questions, puis d'observer les pratiques, tu sais, des entraîneurs. Parce que, je veux dire, la majorité des entraîneurs vont être
incroyables puis extraordinaires. Mais oui, il y a certains milieux encore qui existent où il y a peut-être des comportements qui sont, un petit peu vieux jeu là, dans la façon de voir les choses, puis qui sont plus, adéquats là, en 2025. C'est où que les gens peuvent aller te suivre ou s'ils veulent te rejoindre, où est-ce que les gens peuvent, te contacter? J'ai mon site web alexiademacor.com. Sinon, mon organisation Dare to Fuel Performance ou Éducation, DFP. On a un nom, en français Mmh. aussi. Sinon, je suis sur, les plateformes là, les réseaux sociaux, aussi. Parfait. Ils vont avoir tous les liens, dans la description. Super. Excellent. Ben, merci beaucoup, pour ton temps. Merci à toi.